tous, bienvenue pour cette masterclass whisky français LMDW Studio. On est au Golden Promise, le bar de la Maison du Whisky, et je suis Mathieu Aquin. Alors, ça fait 5 ans maintenant que je travaille à la Maison du Whisky. J'ai principalement travaillé sur le retail, sur les boutiques, et notamment celle de Odéon, dans laquelle on a largement développé le rayon whisky français. Et puis, je suis également en charge, j'ai une expertise modeste, mais existante quand même sur le whisky français. Et j'ai participé à pas mal de projets transverses. Voilà. À côté de ça, j'ai monté un site internet qui s'appelle whisky-français.com, qui m'a permis depuis 2015 de faire le tour des producteurs, d'aller rencontrer les gens qui font le whisky aujourd'hui en France. Et ce que je peux vous dire, c'est que c'est passionnant et on va en parler tout au long de l'heure qui vient. Bonjour à tous, moi je m'appelle Charlotte, je travaille à la Maison du Whisky depuis l'année dernière, je suis responsable des whiskies français et avant ça je travaillais pour une distillerie en France qui s'appelle Ergaster et j'étais à la production, à la distillation. Donc aujourd'hui on va vous présenter 6 whiskies différents français. Je vais peut-être les présenter Mathieu du coup. Ouais, je t'en prie. Donc juste pour que vous ayez une idée de l'ordre de dégustation, on va commencer du coup avec Armoric, la distillerie Waregem avec le sherry casque bio. Ensuite, on partira avec le deuxième qui est Ninkasi, voilà exactement, Ninkasi Chardonnay. On passera ensuite avec Edu, aussi une distillerie bretonne avec le Edu Collection de Nolwenn Corbel. Et après, les 3 derniers, on sera sur version française, on va vous expliquer ce que c'est. Le premier, ça va être Artesia, le deuxième, Glenarmor, et le troisième, on va reprendre avec un Armoric. Alors, voilà. avant d'entrer dans le détail de la dégustation, ce qu'on vous propose, c'est de faire d'abord un petit topo sur le whisky français, même sur le whisky et les Français. Et puis, une fois qu'on vous aura donné un petit peu les clés, le contexte général, on pourra attaquer la dégustation ensemble et découvrir tous ces produits. Alors, pour comprendre un petit peu ce qui se passe au niveau du whisky français, il faut d'abord se rendre compte qu'en France, on est un marché extrêmement important pour les producteurs de whisky, puisqu'on consomme 142 millions de litres par an. Alors, 142 millions, c'est un chiffre comme ça, dit de but en blanc, c'est assez dur de voir ce que ça représente. Pour vous donner une idée, c'est 4,5 litres par heure, et c'est à peu près 2,2 litres par an par habitant. Donc ça aussi, c'est assez colossal si on compare à des gens dont on pense qu'ils peuvent boire du whisky avec un peu d'enthousiasme, comme par exemple les Irlandais. On boit 1 litre de whisky de plus que les Irlandais par an. Donc, il y a une histoire d'amour entre le whisky et les Français qui date depuis longtemps. Et finalement, c'était un peu normal qu'on se mette à en produire nous-mêmes. D'ailleurs, on avait quelques avantages pour le faire, n'est-ce pas, Charlotte ? On avait effectivement beaucoup d'avantages. Déjà, on est des très très bons producteurs de céréales. En plus de ça, on a un savoir-faire au niveau de la chaudronnerie. Donc, il y a beaucoup de connaissances, notamment un cognac pour les alambics. On sait faire aussi des fûts. Il y a beaucoup de tonneliers en France et c'est une pratique qu'on a depuis des centaines d'années. Donc en fait, on avait tout pour pouvoir faire des bons whiskies français et on s'y est mis un peu tard. Mais maintenant qu'on s'y met, je pense qu'il va y avoir des très belles choses qui vont sortir. Ouais, alors exactement. Alors, ce qui est assez drôle d'ailleurs sur la partie des fûts, c'est que forcément, on pense whisky français, on se dit ok, c'est le pays du cognac, de l'armagnac, du vin. Ouais. Donc, on a plein de super fûts qui ont servi à faire d'autres choses avant qu'on va pouvoir utiliser pour nos affinages de whisky. Un point sur lequel c'est toujours intéressant d'insister, c'est qu'on a également de très très belles forêts. On a des forêts qui sont très très bien gérées et que donc le bois, l'essence même du bois français est quelque chose qui est très prisé. C'est pas rare, même en Australie, de voir marqué French Oak sur la bouteille. Voilà, c'est un argument de qualité. Il y a des chênes différents dans tout le monde entier, mais c'est vrai que le chêne français, et encore dans le chêne français, il y a plein de typicités différentes en fonction des régions. Ouais. Et voilà, ça effectivement, c'est très riche. Si effectivement tu parlais aussi de la chaudronnerie, c'est un sujet, on va avoir l'occasion un petit peu de réaborder tous ces jus-là au cours de la dégustation, puisque finalement chaque single malt va nous donner un petit peu l'occasion d'exprimer une facette du whisky français. Moi, un truc que je trouve passionnant dans le whisky français, c'est qu'effectivement, on distille depuis très longtemps. Je veux dire, les lettrages de distillation en Armagnac, c'est plus de 7 siècles. Et donc, on a développé on a tout plein de types d'alambics différents. Et on va produire des choses dans des colonnes, dans des alambics à vase, dans des pot stills. Donc ça aussi, on aura l'occasion d'en reparler. Mais avant, je propose de faire un petit historique en quelques dates sur le whisky français. Oui. Alors, si tu peux nous rappeler en quelle date ça a commencé éventuellement, puis...
Alors, le whisky a commencé en 1984, du coup, avec la distillerie Waregem. On va en parler justement tout à l'heure avec la première référence. Est-ce que tu veux continuer sur les autres dates? Alors, 84, c'est la première date sur le whisky. Ouais, 84, je suis assez d'accord avec toi. La deuxième date qui, pour moi, est importante, c'est 98. C'est ça. En 98, outre la Coupe du Monde, c'est aussi le premier single malt français. Et là encore, c'est la distillerie Waregem, située en Bretagne, à Lannion, qui va de nouveau assumer son rôle de pionnier et proposer un single malt donc, sous le nom de Armorique. Il faut voir qu'un an après, en 2000, et ça c'est important pour que vous ayez un petit peu une échelle et comprendre un petit peu la dynamique du whisky français. En 2000, on a 7 distilleries qui produisent sur le territoire. On en a 3 qui sont en Bretagne, qui sont Waregem bien entendu, la distillerie des Menhirs et Glenarmor qui a distillé quelques heures avant le passage à l'an 2000. On en a 2 qui sont en Alsace, qui sont la distillerie Gilbert Hall et Lehmann. Et puis, de manière plus inattendue, on en a une qui est située à l'extrême nord, dans les Hauts-de-France, à Vambréchy, et l'autre qui est située en Corse. Donc on est en 2000, on a 7 distilleries qui produisent, seulement 2 qui commercialisent, parce qu'on, rappelons-le, hein, voilà, il faut 3 ans pour qu'une eau de vie de malt soit un whisky. 10 ans plus tard, on a seulement 20 distilleries qui produisent. En fait, en 2010, la 20e distillerie, c'est Castan qui se lance. Et donc, si on prend ces 2 premières décennies, on est passé de une distillerie en 84 qui produit du whisky à 20 distilleries en 2010. Et si j'insiste sur ce point, c'est juste pour que vous vous rendiez compte que 10 ans plus tard, donc aujourd'hui, 2021, c'est pas moins de 95 distilleries qui produisent du whisky en France. Donc, où que vous soyez en France, dans toutes les régions, on fait du whisky. Exactement. Voilà. Pour vous donner quand même une petite idée, parce que j'ai tendance moi, à être assez enthousiaste quand je parle de ce sujet-là, pour remettre quand même les choses un petit peu en perspective et se donner quelques chiffres de volume. Ok, on a 95 distilleries, on produit plein de styles différents, on produit partout, mais on ne produit jamais que 2 millions de litres d'alcool pur de whisky. Ce qui équivaut, si on peut donner un équivalent. Ce qui équivaut à une distillerie comme Bowmore ou Auchentoshan. Voilà. Donc c'est modeste, c'est 10 fois moins que la distillerie Glenlivet à elle seule. Ça, je pense que ça tient notamment au fait qu'on a une approche en France du whisky qui est une approche très très artisanale, là où les anglo-saxons, qui sont toujours un peu plus pragmatiques que nous, ont industrialisé le modèle. Oui, exactement. Ouais. Voilà un peu pour le topo. On a oublié de vous le préciser au début, mais il y a un chat, donc n'hésitez pas à poser des questions sur le chat, et nos équipes vont vous répondre au fur et à mesure. Je propose qu'on attaque. On peut commencer, ouais. Alors, on va commencer avec la distillerie Waregem. Donc, Mathieu vous l'a un peu présenté puisque c'est précurseur du whisky français. La distillerie Waregem, avant de faire du whisky, en fait, elle faisait des liqueurs de plantes. Elle a été fondée en 1900. C'est Léon Waregem, en fait, qui l'a créée, qui l'a installée donc à Lannion. C'est sur c'est sur la côte de Granit, donc en Bretagne. Et puis, une fois qu'ils ont distillé les plantes, c'était des alambics à colonne. Ils ont décidé de produire du whisky, donc ce qu'on se disait à partir de 1984. Et puis, il a fallu attendre encore plusieurs années pour pouvoir faire Armorique, qui était du coup leur premier single malt. Ce qu'on peut dire sur cette distillerie, c'est déjà qu'elle est implantée en dessous de la distillerie. Il y a une source qui passe. Cette source, elle s'appelle Restavel, ça veut dire demeure du vent. Et en fait, cette source, elle est particulière puisqu'elle est utilisée telle qu'elle, naturellement, dans les différents processus de distillation et de brassage. Normalement, une distillerie, tu me dis si je me trompe, mais normalement, une distillerie, en général, l'eau, elle n'est pas parfaite, donc il faut l'adoucir, il faut l'osmoser. Là, c'est complètement différent avec Armorique, qui vont la garder telle qu'elle. Et en fait, ça va apporter, au moment du brassage notamment, une aromatique qui va être particulière. Donc ça, c'est important de le préciser. Armorique, c'est aussi en 2015 une IG breton, whisky breton. Alors, une IG, c'est une indication géographique. Il y en a 2 en France pour le whisky. Il y en a une en Bretagne et une en Alsace, du coup. C'est ça. Juste pour donner une échelle et pour montrer à quel point on aime les règles en France, il y en a 2 en France et il y en a 4 en Europe. Donc, exactement. Et celle en Bretagne, donc en fait, l'IG, on ne va pas rentrer dans les détails, ce serait trop long. Mais en tout cas, ça permet d'apporter un cadre en fait, au whisky breton. Et ce cadre-là, c'est notamment sur la fermentation, sur les étapes de distillation et de fermentation et de brassage. Donc, il faut que tout soit fait en Bretagne. Et puis, certaines étapes doivent être même faites sur le lieu en fait, de la distillerie même. Ouais, globalement, si je peux ajouter un petit truc sur les indications géographiques protégées,
Quand j'ai donné quelques dates au début de cette masterclass, je n'ai pas donné la date de 2015, qui effectivement, comme tu le dis, est assez fondamentale. En 2015, l'Union européenne reconnaît donc le whisky breton, le whisky alsacien. Ouais. Et sur l'IG, whisky breton, c'est une IG qui est en fait assez permissive, assez large. On va autoriser tout plein de types de céréales, on va être pas trop contraignant. Le but, c'est vraiment de favoriser de l'innovation et de laisser les producteurs vraiment libres de pouvoir créer des choses un peu nouvelles. On va en parler, parce qu'on va vous parler de la distillerie des Menhirs après, avec l'un des uniques whiskies de blé noir au monde, qui est absolument unique et exceptionnel. Donc voilà, c'est une IG qui est assez large. Nantes est inclus dans l'IG, voilà, ça c'est dit. C'est vrai, j'ai oublié de le dire. Donc voilà, c'est une IG qui est plutôt large et qui favorise l'innovation. On n'a pas de whisky alsacien aujourd'hui, mais pour vous donner un petit peu les grandes lignes de l'IG whisky alsacien, c'est un peu l'inverse. C'est une IG qui est très très conservatrice, qui va limiter la taille des alambics, interdire la chauffe pendant la fermentation, enfin qui va vraiment contraindre les Alsaciens à faire des produits très artisanaux, mais qui d'un autre côté va les freiner dans leur capacité à produire du volume et éventuellement à apporter aussi des innovations. Donc voilà, ça c'est un peu deux arbitrages, deux visions du whisky très différentes. On va en reparler, mais finalement en France, ce qui est génial, c'est qu'on a une diversité culturelle. Je veux dire, entre un Alsacien et un Breton, il y a quand même un monde beaucoup de différences, voilà. Et donc on a la chance sur le seul territoire français d'avoir des expressions de whisky très différentes. Ouais, je pense qu'on va en reparler quand on va goûter après tout ce qui est version française pour expliquer un peu ce que c'est. Si on revient du coup à notre armorique, donc pour armorique, juste pour vous donner un peu de contexte, là on va déguster le sherry casque bio, mais armorique travaille différents types de fûts. Alors dans leur chai, on peut trouver pas mal d'expressions différentes. Ils travaillent notamment avec du chêne breton, donc on parlait des chênes et des tonnelleries en France. Le chêne breton, c'est différent du chêne limousin. Le chêne breton, il y a un seul tonnelier, il n'y a plus qu'un seul tonnelier en Bretagne, donc Armorique travaille avec eux. Pour vous donner en termes de volume, cette personne produit entre 25 et 30 fûts par an, donc c'est vraiment tout petit. Armorique a la chance de travailler avec eux. Le chêne breton, c'est un chêne qui est un peu plus poreux, qui a grandi aussi sur les côtes, donc ça, en fait, l'embrun marin, ça donne quand même une saveur particulière à ce chêne. Donc voilà, donc Armorique peut travailler avec ces chênes bretons. Ce qu'on va déguster, c'est pas du chêne breton, mais en tout cas, sachez que ça existe. Et puis, sinon, ils travaillent beaucoup avec du bourbon, des fûts de sherry également. Ces deux types de fûts, en fait, c'est un peu pour une brasserie faire une bonne blonde et une bonne ambrée. En fait, c'est les classiques d'une distillerie, et Armorique voulait pouvoir présenter des classiques de cette distillerie. Donc là, on est sur un sherry casque bio. Mathieu, tu peux peut-être nous en dire un peu plus? Oui. C'est une nouveauté. Donc déjà, jusqu'à présent, il y avait le Armorique Sherry Cask. Là, c'est le Armorique Sherry Cask bio. Et pourtant, vous verrez que rien n'a changé sur l'étiquette. Parce que c'est pas une volonté marketing, c'est juste une volonté de prendre sa part dans les enjeux qui vont être les enjeux du siècle à venir. Exactement. Si je peux rajouter quelque chose, David, qui est du coup à la tête de la distillerie aujourd'hui, ça reste une distillerie indépendante et familiale depuis 1900. Et la volonté de David là-dessus, c'était de passer en bio parce qu'il estime que chacun doit faire un effort avec ce qu'il produit. Et donc, c'était naturel pour lui de pouvoir passer en bio. En fait, comme on vous le disait, le whisky, ça met du temps. Et effectivement, il a fallu plusieurs années. Donc, ça faisait longtemps qu'il distillait déjà avec des agriculteurs bretons en bio. Mais il fallait un peu de temps pour pouvoir le sortir. Ouais. Alors du coup, ce qui est bien, c'est que dans l'affaire, on a aussi gagné 1 an. Je veux dire, par rapport au précédent assemblage dont l'âge moyen était 4 ans. Là, on est sur un âge moyen autour de 5 ans. Ouais. Et si on rentre un peu dans le détail du fût de sherry, oui, c'est un fût de sherry, mais comme on vous disait au début, l'essence de bois compte. Et là, on est sur du chêne américain, sur le Quercus alba, donc le chêne blanc américain, qui, vous pouvez le sentir, est un chêne qui est absolument génial parce qu'il amène très peu de tanins, mais énormément de douceur, de rondeur, des notes un peu vanillées, des notes un peu exotiques, qui marchent très bien avec le côté... fruité justement du distillat. Et puis, moi, j'ai le côté un peu noiseté là, du sherry. Exactement. Et alors, on ne l'a pas précisé, mais donc Armorique, sur ses alambics, il travaille, donc je vous le disais au tout début, dans les années 1900, il travaillait avec un alambic à colonne. Ce n'est plus du tout le cas aujourd'hui pour leur whisky. Il travaille avec des alambics de style écossais. C'est des alambics qui ont été fabriqués à Cognac, parce que comme on vous le disait, on a un très bon savoir-faire chaudronnier. Mais par contre, c'est du style écossais, donc ça a été des alambics qui ressemblent, si vous allez dans les distilleries en Écosse, ça ressemble à ces alambics-là.
C'est en cuivre, évidemment. Et puis, la petite particularité, c'est que le col de cygne, en fait, est descendant. Et alors, on pourra peut-être en parler un petit peu plus tard, mais le col de cygne descendant va permettre justement d'apporter beaucoup de rondeur, de gras au distillat quand il sort de l'alambic. Et en fait, moi, je trouve que justement, le chêne américain, avec ce distillat fruité, ça s'accommode très bien. Si on rentre dans la dégustation, moi, je suis sur les marqueurs de très beau sherry, quoi. J'ai à la fois le côté les fruits secs, les raisins de Corinthe, et en même temps le côté un peu noisette. Moi, j'ai vraiment le côté noisette, justement, au nez. En bouche. C'est super souple, l'alcool est hyper bien intégré. C'est gras. Ouais, et puis on sent que le sherry, donc, qui a vieilli dans ses fûts, c'est du sherry qui a vieilli pendant longtemps. David me disait justement que c'est des sherrys qui ont vieilli pendant au moins 20 ans dans ces fûts-là, et on sent en fait l'apport du sherry dans le whisky, il est quand même énorme. On sent toutes ces notes qui arrivent, qui explosent. Moi, je trouve ça très bon. Ouais, et puis on a une finale qui est assez longue, j'ai quelques notes un peu plus épicées là, sur la finale. Ouais, c'est ce que j'allais dire. On est plus sur les épices, sur la longueur. C'est très agréable. En tout cas, je ne sais pas s'il y en a qui ont l'occasion de goûter le précédent Sherry Cask, mais je conseille de faire une dégustation comparée, parce qu'à mon avis, là, on a un gros saut qualitatif quand même. Entre le non-bio et le bio. Ah, là, déjà, on gagne une année, on gagne de la rondeur, on gagne de l'expression. Je trouve qu'il est vraiment très très bon, très réussi. Donc, clairement, là, Waregem nous montre une fois de plus que c'est quand même, en plus d'être le pionnier dans le whisky français, c'est une grande distillerie. C'est un produit finalement qui est, je trouve, assez comparable à ce qu'on peut trouver en Écosse. Enfin, c'est assez classique. Ouais. Et c'était d'ailleurs la volonté d'Armoric au départ, c'est de faire justement... Alors, il y a plein d'éditions limitées après où on part dans des choses un peu différentes. Mais avec ce sherry, c'était de montrer qu'il était capable de faire un grand classique et un bon classique et d'une très bonne manière. Clairement, c'est réussi. Et puis, je profite de cette première dégustation pour faire juste une petite digression rapide sur le matériel utilisé. Oui. On est sur des verres de chez Riedel aujourd'hui, ce qui est très très important pour la dégustation quand vous allez vous servir de votre pack de dégustation. Ce qui est fondamental, c'est d'avoir une base plus large et un col resserré pour concentrer les arômes. Ça vous permet au nez de tout de suite saisir les subtilités du whisky. Un petit jeu amusant, c'est si vous vous servez un whisky dans un verre de type tumbler comme ceci, et que vous comparez au nez, vous ne sentez pas grand-chose là-dedans. C'est sympa, c'est décontracté. Mais on ne sentira pas du tout, les arômes seront plus concentrés, ils se seront évaporés, on n'aura pas du tout la même approche. C'est pour ça que c'est important d'avoir de déguster dans ce type de verre. Et alors pourquoi le pied aussi, c'est une question qu'on m'a souvent posée. Le pied, c'est le plaisir de la vue, hein. La dégustation, c'est d'abord l'essence. Il ne faut pas oublier la vue. On a une couleur qui est absolument magnifique ici. On a un léger côté trouble qui signe un whisky non filtré, donc un whisky qui est qualitatif. On doit être à 46 degrés, j'imagine. Exactement. 46 degrés. 46 degrés, qui est un degré qui n'est pas du tout anodin. Hein. Quand vous êtes sur un whisky à 46 degrés, c'est qu'on est déjà sur un whisky qui s'adresse à des amateurs un peu avertis, parce que ce sont des whiskies où on peut se passer de la filtration. En général, juste peut-être pour donner une idée, en supermarché, les whiskies en supermarché, en général, on est plutôt aux alentours de 40 degrés. Sur certains whiskies, il y a une filtration à froid, ce qui va enlever des arômes. Et là, sur Armoric, mais d'ailleurs dans tout ce qu'on va déguster, il n'y a pas de filtration à froid. Donc on est obligé quand même d'embouteiller à des degrés un peu plus hauts, parce que sinon le whisky se trouble, en plus de perdre un peu de sa saveur. Exactement. Mais d'ailleurs, si vous voulez faire le test, les Écossais, alors je vais dire quelque chose qui peut paraître une énormité pour beaucoup de gens, mais les Écossais recommandent toujours de mettre 2-3 petites gouttes dans le whisky. Donc de l'eau dans le whisky, oui, c'est plutôt recommandé. Et si vous le faites, vous avez un effet visuel qui va être très chouette. Vous allez avoir le whisky qui va se troubler, qui va amener un petit côté un peu nuageux. Et là aussi, c'est un marqueur de qualité, parce que le whisky non filtré, comme on disait. Exactement. On va peut-être passer au deuxième, du coup. Oui. Alors, le deuxième, on est dans une toute autre région. On va partir chez Ninkasi. Ninkasi, je vais vous faire un petit historique avant de vous parler du produit. Donc, Ninkasi, avant d'être une distillerie, ça va être une brasserie.
En fait, c'est Christophe Fargier qui va partir aux États-Unis quand il a 20 ans. Donc, c'est déjà il y a un petit bout de temps. Il part aux États-Unis et là, il fait la rencontre d'un Américain de Portland, dans l'Oregon, qui s'appelle Kurt, qui va beaucoup lui parler des microbrasseries et du brassage. En fait, la tendance s'est relancée dans les années 70, plutôt au Canada et aux États-Unis. Christophe tombe amoureux du brassage et du coup, il va faire une formation à Chicago pour devenir brasseur. Pendant 1 an, ils vont brasser dans le garage de Kurt avec plein de recettes différentes de brassage. Et quand il va revenir en France, en fait, Christophe est originaire de Saint-Étienne, il me semble, et il a l'idée de créer un Ninkasi. Donc Ninkasi, c'est pas juste une brasserie où on fait des bonnes bières, des excellentes bières d'ailleurs. Ça va être aussi un lieu de restauration. Donc l'idée, c'est de pouvoir déguster des produits locaux et tout ça autour de la musique parce que Kurt et Christophe sont des grands fans de musique. Donc ils ont vraiment créé un lieu de vie qu'ils appellent un lieu de brassage du coup, où on rencontre du monde qui aime la bonne bière, les produits locaux et puis la musique également. Et en fait, on est passé de la brasserie à la distillerie, donc c'est un peu une étape, on va dire, naturelle, puisque avant la distillation, il y a l'étape de brassage, donc il faut savoir faire des bières pour savoir faire, si on schématise, pour savoir faire du whisky. Et en fait, c'est une rencontre avec un vigneron. Christophe rencontre Alban Perret, qui est vigneron, qui vient du Beaujolais. En fait, c'est cette rencontre qui va être importante et Christophe avait déjà le projet de distillerie dans sa tête, mais c'est cette rencontre qui va tout faire basculer. Et puis c'est Alban qui est un personnage, tu as rencontré aussi Mathieu, ouais. Je pense qu'on s'accorde là-dessus, c'est quelqu'un de passionné et de passionnant. Il peut vous raconter pendant des heures son métier de vigneron comme son métier de brasseur et de distillateur. Et en fait, lui, il est vigneron, mais il va également se former en Écosse sur la distillation. Et en fait, il va rejoindre les équipes Ninkasi en 2013. Et ils vont faire les toutes premières distillations de whisky en 2015, il me semble, avec un alambic de Chavignac, c'est un alambic de cognac. Et puis voilà, tout va commencer comme ça. Alors effectivement, s'il y a des Lyonnais hein, parmi les gens qui nous regardent, je pense qu'à Lyon, enfin moi j'ai vécu 7 ans à Lyon, Ninkasi c'est partout, quoi. C'est effectivement des lieux, on boit de la Ninkasi sur tous les festivals, donc c'est exactement beaucoup plus qu'une brasserie. J'en profite pour faire une petite remarque, ayant pas mal travaillé en boutique. Non, Ninkasi, c'est pas du tout pour faire japonais. Hein. Ninkasi, oui. C'est le nom sumérien de la déesse de la bière. Exactement. Donc c'est assez sincère aussi dans le choix du nom. C'est vrai que ça sonne bien. Exactement. Oui, je suis d'accord avec toi. Et puis, si on parle de Ninkasi, on peut parler également des fûts. En fait, ce qu'on va déguster là aujourd'hui, on va pouvoir vous le présenter. Donc, c'est leur tout premier whisky permanent avant cette référence-là qui va sortir en avril. On était sur des éditions limitées parce qu'en fait, ils étaient en train de justement peaufiner leur recette pour un whisky permanent qui pourra durer du coup dans le temps. Et puis, en discutant un peu avec Alban, on lui a demandé tout simplement comment est-ce qu'il en était venu à cette recette. Et pour lui, en fait, c'était une évidence dans sa tête de faire des fûts de vin. Donc, en fait, là, la référence que vous avez, mais comme la plupart des éditions limitées, c'est vieilli dans des fûts de vin. Alors, pourquoi le vin ? Parce que la distillerie qui aujourd'hui est à Tarare. Donc, Tarare, c'est à 50 km de Lyon. Donc, c'est pas très loin du tout. La distillerie est magnifique. Tu as pu le voir aussi, Mathieu. C'est des anciennes teintureries. D'ailleurs, les personnes étaient écossaises. C'est un petit clin d'œil justement à nos amis écossais. Les anciens propriétaires. Les anciens propriétaires exactement, du lieu. Et donc là, sur ce lieu, il y a à la fois la brasserie et puis à la fois la distillerie. Et donc, on est dans un lieu, on est dans une terre où le vin est omniprésent. Et donc, Alban, qui était en plus de ça vigneron, pour lui, c'était normal, c'était sincère de faire un whisky avec des fûts de vin. Et c'est comme ça qu'il a commencé à peaufiner sa recette sur ce whisky-là, qui s'appelle le whisky chardonnay, du coup. Pourquoi chardonnay ? Parce qu'en fait, la composition de ce whisky, alors il y a différents fûts. Il va y avoir une bonne majorité, à peu près la moitié de fûts qui vont être des fûts ce qu'on appelle reconditionnés. En fait, pour vous expliquer, je ne sais pas si vous savez forcément, donc les fûts reconditionnés, c'est des fûts de vin. Donc l'avantage, c'est que les vignerons se trouvent juste à côté. Donc on va récupérer ces fûts, on va les renvoyer à la tonnellerie et la tonnellerie va gratter les fûts à l'intérieur, les réchauffer
Et ça va permettre de donner, quand on va mettre le whisky dedans, enfin le distillat qui sort de l'alambic, ça va permettre de donner des notes justement sur les épices. Ça va donner aussi pas mal de couleurs, de tanins, de structure en fait au whisky. Donc ça, c'est une partie de l'assemblage de ce whisky. L'autre partie, c'est la partie chardonnay. Du coup, justement, c'est pratiquement la moitié de cet assemblage. Le chardonnay, ça va apporter des aromatiques assez particulières. Là, clairement, on a du fruit. Hein. Je ne sais pas si vous avez l'occasion de sentir là pour l'instant. Exactement. Le monde du vin est présent, c'est une évidence. Et il est présent dans toutes les éditions de Ninkasi. Il est évidemment présent dans celui-ci. Le chardonnay, ça va apporter du fruit, des fleurs. Alors, moi, au nez, j'ai... Le chardonnay, ça va plutôt être sur la longueur. Au début, on va avoir une attaque plutôt sur... il y a quelques fûts de vionnier. Le vionnet, je trouve qu'on le ressent vraiment au tout début du nez, en fait. On va avoir des notes plutôt d'abricot. Ouais, tarte à l'abricot, moi j'ai un truc dans Voilà, tarte à l'abricot, abricot bien mûr. Il peut y avoir aussi un peu de... On sait quelle est la part des fûts de Condrieu de Vionnier dans l'assemblage? Alors, on n'a pas la recette générale, mais ils le font sous forme de batch. Donc, pour vous donner une idée globale, on va avoir la moitié de fûts, ce qu'on appelle reconditionnés, du coup. Ensuite, on a l'autre moitié, c'est des fûts de chardonnay. Et puis, on a quelques fûts par-ci, par-là de Vionnier. Okay, je trouve que c'est étonnant parce qu'ils sont présents. Ils sont très présents et surtout, moi, je trouve, au début du nez. On a vraiment cette aromatique typique des vionniers. Et puis après, sur la longueur, on va avoir le chardonnay qui va être justement apporter beaucoup de longueur, beaucoup de fruits. Moi, je suis à l'équilibre. J'ai un équilibre entre raisin blanc bien mûr, note florale, une petite pointe de minéralité. C'est vrai que c'est hyper élégant. J'ai à la fin plutôt ce côté un peu acacia, un peu sucré, un peu fleur un peu printanière que moi j'aime bien. Mais on a, si vous avez l'occasion de goûter des Ninkasi, pas forcément celui-là et encore d'autres, vous allez voir que quand même le marqueur du fût de vin, il est présent. C'est vraiment leur ADN et c'est ce qu'ils ont voulu travailler. Et je trouve que justement, ça parle à beaucoup de gens qui sont passionnés de vin. Et du coup, c'est une manière aussi de pouvoir avancer sur le whisky. C'est en plus de ça... Le fût de vin dont on voit les résultats en termes de notes fruitées, ça marche très très bien. Ça marche d'autant mieux que ce sont des fûts qui sont remplis assez rapidement après avoir été vidés. Et donc c'est un peu un avantage tactique du whisky français, c'est qu'on a cette proximité avec les vignerons qui fait qu'on peut vider une barrique et dans les 24-48 heures la remplir de whisky, ce qui va éviter de la traiter, donc de la soufrer, donc de brûler une petite mèche de soufre dedans, qui est une pratique assez commune pour éviter les bactéries, que les bactéries se développent voilà, dans le fût. Et le problème, c'est que le soufre, ça amène nécessairement un goût. Hein. Donc, quand vous devez transporter un fût à l'autre bout du monde, c'est pas pareil que quand vous avez le fût qui est à quelques heures en kilomètres. camionnette, quoi. Exactement. Et surtout que ce que disait Mathieu, donc sur ces fûts-là, les fûts de vin, sur la plupart des distilleries, on voit juste marqué fût de vin, mais on n'a pas justement, on ne sait pas si c'est du chardonnay, si c'est du vionnet. Là, on peut remonter pratiquement à la source avec cette distillerie, donc c'est vraiment super. Pour le coup, c'est clair qu'on voit qu'on est en France, hein, parce que je veux dire que ce soit en Écosse, en Australie, c'est wine cask, c'est déjà une information. Là, on parle à un public de Français, il va falloir en dire un peu plus. Et donc, on a les cépages, on a les régions de production. Parfois, on peut même avoir les domaines. Et ce qui peut être intéressant quand on connaît justement les types de vins, c'est qu'on peut goûter le vin en question et après goûter le whisky. En fait, on va vraiment retrouver les marqueurs dans le whisky et dans le vin. Donc finalement, au nez, ce côté à la fois floral, fruité, un peu minéral, en bouche, je trouve que c'est assez cohérent. Et qu'est-ce que tu penses, toi, de la finale? Moi, tu vois, ce que je te disais sur les fleurs d'acacia, je trouve que justement, on le retrouve vraiment. Ce côté-là, ce côté un peu mielé presque, un peu sucré. On a l'impression que c'est des notes presque sucrées, florales. Moi, j'aime beaucoup. C'est hyper élégant. C'est waouh. Première sortie de la part de Ninkasi. Tout de suite, on est dans la cour des grands. Ça, c'est une certitude. C'est top. Il y a énormément de longueur. C'est doux, c'est super. Alors, j'avais déjà vraiment adoré les tracks 1, 2, 3, 4. Là, et puis on avait fait aussi une petite édition limitée Pinot. Oui. Donc à chaque fois, c'est ce qu'on se disait, on est sur des fûts de vin. Et là, ça va être l'édition du coup permanente qui s'appelle Whisky Chardonnay.
ça promet un bel avenir. Alors, on va continuer. Du coup, on avait commencé en Bretagne avec Armorique. On est parti À côté de Lyon. du côté de Lyon, un peu plus au sud. On retourne en Bretagne pour vous parler d'une distillerie dont on a déjà un petit peu évoqué quelques aspects, qui est la distillerie des Menhirs. Je pense qu'on ne peut pas faire plus breton que la distillerie des Menhirs. Pour le coup, c'est très difficile. Ouais. C'est vrai qu'on va là-bas, ils nous parlent en breton et tout. Moi, j'adore la famille Lelay qui tient la distillerie. Il y a des choses importantes à savoir pour la distillerie des Menhirs, c'est qu'on est sur une distillerie qui va avoir vraiment à cœur de travailler sur le terroir breton et qui va donc s'imposer le travail du blé noir. Et le blé noir, c'est une céréale, enfin c'est une pseudo-céréale, c'est une polygonacée. Là, on est sur des graminées la plupart du temps. Donc, ils vont attendre l'aval des douanes pour avoir la validation comme quoi on est bien dans le cadre du whisky. Et une fois que c'est parti, ils vont commencer à travailler le blé noir. Sauf que le blé noir, c'est pas si facile que ça à travailler. C'est nettement moins rentable que l'orge. C'est très très compliqué à malter. Ouais. Il fallait vraiment être breton pour insister et arriver à produire des whiskies qui soient 100% issus du blé noir. Le deuxième aspect assez important donc, dans cette distillerie qui commence à faire du whisky juste avant les années 2000, c'est l'expertise de Cognac. Tout à l'heure, on parlait un peu des avantages qu'on avait en France. On parlait de cette expertise de la distillation et du vieillissement. Quand Guy Lelay commande ces 2 alambics charentais, il se dit « c'est nul, ça marche pas ». Et bon, les Charentais pragmatiques lui disent « bon, on vous envoie quelqu'un, on va vous montrer comment ça marche ». Et en fait, c'est avec des consultants charentais qui vont développer un petit peu le process pour créer Edou. Edou, ça veut dire blé noir en breton. Et c'est le nom de la marque du whisky de la distillerie des Menhirs. Et donc, ils vont travailler sur principalement des exfus de cognac. Ils vont travailler sur des réductions lentes. Et ça aussi, c'est un élément fondamental. Ça veut dire que quand on va sortir un whisky, plutôt que de mélanger plein de whisky, d'ajouter de l'eau à la fin, on va travailler en ajoutant l'eau petit à petit. Voilà. Parfois, ça peut durer des semaines même. Complètement. C'est ce qui fait qu'on a une texture, une cohérence du produit qui est assez forte. On ne se rend pas compte, mais le whisky, mais comme d'ailleurs d'autres spiritueux, quand ils vieillissent en barrique, en général, on est aux alentours de 63 degrés d'alcool. Là, on va déguster quelque chose qui est aux alentours de 46 degrés d'alcool. Donc forcément, il va falloir rajouter de l'eau pour pouvoir ce qu'on appelle faire une réduction. Et en fait, pour éviter de troubler, pour éviter de le faire trop rapidement, si vous versez de l'eau comme ça dans un verre, un peu comme si on prend un sirop de grenadine et qu'on met de l'eau, vous allez voir, forcément, avant que ce soit homogène, il faut bien mélanger. Là, c'est un peu le même principe avec le whisky. Pour que le whisky soit homogène, que toutes les molécules soient bien homogénéisées, justement, il faut du temps. Et le temps, parfois, les distilleries ne le prennent pas. C'est pas le cas d'Edu, pour le coup. Ils font toujours attention à faire des réductions lentes. Et d'ailleurs, on le voit dans toutes leurs références qui sortent. À chaque fois, c'est très homogène et c'est vraiment très bien fondu. Super structure. C'est l'avantage. Effectivement, on parlait de l'approche industrielle des Écossais. Ouais. L'avantage de l'artisanat, c'est on peut parler de chaque fût individuellement. On ne va pas en produire tant que ça. Celui-ci, puisqu'on vous disait que c'était les plus bretons, enfin en tout cas, bien sûr, toutes les distilleries qui sont en Bretagne revendiquent leur identité bretonne. Mais là, on est sur un embouteillage un peu spécial qui fait partie de la gamme collection. Peut-être nous en dire plus parce que... Oui, donc la gamme collection, en fait, on en est seulement à la 4e. Donc ça, c'est la 4e référence de la gamme collection, qui est différente de leur gamme classique. D'ailleurs, on le voit, ne serait-ce qu'à la bouteille, c'est une bouteille différente, c'est carrément une carafe. Donc c'est pour les éditions un peu exceptionnelles. Donc ça, c'est la 4e. Et pour la 4e, en fait, l'idée de ces gammes-là, c'était de faire intervenir une personnalité bretonne qui avait à cœur la culture bretonne, mais également le whisky. Et pour cette édition-là, c'est une femme. C'est la première fois que c'est une femme. Elle s'appelle Nolwenn Corbel. C'est une personnalité en Bretagne et puis en France, peut-être que certains de vous la connaissent. C'est une chanteuse qui chante principalement en breton. Donc, elle a vraiment à cœur de garder cette identité-là. Et en fait, c'est une proche de la famille Lelay depuis toujours. Donc, elle a toujours été là pour les sorties, les lancements des whiskies. Et elle a toujours été là aussi pour faire des concerts à la distillerie. Donc, pour eux, c'était naturel, en fait, de faire une sorte de partenariat avec elle, d'être la marraine de cette édition-là. Et du coup, vous le découvrirez sur les étiquettes. Mais donc, c'est Nolwenn Corbel. Alors moi, j'ai un truc là qui me surprend beaucoup. Je découvre une grande partie des whiskies aujourd'hui avec vous. Il y a de la tourbe ? Alors,
Justement, ce qui est assez impressionnant, c'est qu'au nez, je trouve que la tourbe, alors il faut se concentrer, mais la tourbe peut exister vraiment peut-être en deuxième, troisième nez, mais c'est très discret, c'est pas du tout les premiers arômes que j'ai en tête, moi, qui me viennent. Je trouve ça hyper surprenant parce que j'ai vraiment les marqueurs assez classiques des doux au nez, le côté sarrasin, le côté pâtissier, le côté pomme très cuite, voire crumble, et j'ai ce côté un peu, ça marche super bien, je trouve, avec le côté terre humide, fumée. Oui, alors je ne sais pas si on a les mêmes notes. Après, chacun, on peut peut-être d'ailleurs vous en parler, chacun a des marqueurs différents olfactifs. Moi, au premier nez, quand je sens pour la première fois, je suis plutôt sur la poire, la pomme, fraîche pour le coup. Et après viennent des notes un peu plus sur le tabac, une boîte à cigares, ce genre de choses. Ouais. On a des nez différents, chacun... Effectivement, ça permet de faire une digression intéressante parce que souvent quand vous regardez des masterclass comme ça et que quelqu'un prend la parole de façon assez docte en vous disant bah voilà, je sens des notes de marmelade, de coin de... pas se sentir gêné, de pas sentir la même chose. Exactement. Moi, j'ai eu la chance de travailler avec des équipes où j'avais des gens qui venaient du Vietnam, des Antilles françaises, d'Europe de l'Est. Je peux vous assurer que quand on se mettait autour d'un verre, on ne trouvait pas exactement la même chose. Et pour cause, l'odorat, c'est l'un des sens que je trouve les plus chouettes, parce que c'est un sens qui fait appel à la mémoire. Et on n'a pas tous les mêmes souvenirs, on n'a pas tous mangé les mêmes choses. Moi, je parlais de crumble, j'ai ma grand-mère qui faisait d'excellents crumble quand j'étais enfant. Et c'est un truc à chaque fois qui revient, mais c'est vrai que c'est finalement assez personnel. Bon, après, c'est rare que quelqu'un vous dise ce whisky est très tourbé et la personne d'à côté qui... Pas du tout, mais... Non, après, il faut savoir ce que c'est que la tourbe. Donc, effectivement, moi, là, je trouve qu'elle est quand même assez discrète. Pour vous dire un peu l'assemblage qu'il y a eu dans ce... Enfin, l'assemblage, non, puisque c'est un single cask, mais comment est-ce que ce single cask a été fait ? On est d'abord sur une maturation pendant 8 ans en fût de cognac. Ce qu'on vous disait, c'est aussi que Edu sont extrêmement bons sur justement la maturation en fût de cognac, puisque Guy Lelay a appris avec les cognacets. Et puis après, on va avoir 2 ans une maturation en fût qui a contenu du whisky tourbé. Et donc, en fait, ce n'est pas le distillat lui-même qui est tourbé, parce que le distillat est nature. Mais par contre, le fût, en fait, avant de voir ce distillat-là, a vu un autre whisky. Et ce whisky-là était tourbé. Donc, en fait, il s'est imprégné, il s'est imbibé pendant plusieurs années d'un whisky tourbé. Et quand il a été vidé, en fait, les douelles de bois contiennent encore des molécules de tourbe. Et du coup, ça va pouvoir permettre de donner à ce distillat-là ces notes tourbées. Donc, c'est ce qui explique qu'on a une tourbe très très fondue. C'est vraiment une tourbe qui a transité par le bois, c'est important. Exactement. Alors après, en bouche... Je trouve que là, justement, la tourbe, on la sent beaucoup plus. Elle vient doucement, mais plus en rétro-olfaction, moi je trouve qu'on la sent vraiment bien. Un petit note camphré aussi, quelque chose d'un peu vert, presque mentholé, sur la partie, quand on se dirige vers la finale. Moi je trouve que c'est une tourbe qui est presque cendrée, qui a ce côté très cendré. Moi j'aime beaucoup, je trouve que c'est vraiment une édition qui est magnifique pour le coup. Elle a 10 ans pratiquement. Ouais, ce qui est pas rien, puisqu'on rappelez-vous, il y a 10 ans en France, seulement 20 distilleries. Donc, ça fait partie des toutes premières, pratiquement des toutes premières distilleries. Et là, je pouvais faire des commentaires sur le chat, mais en ce qui me concerne, whisky de sarrasin et tourbe, ça marche bien. Je n'avais pas pensé a priori. Et là, c'est hyper cohérent, ça se tient, on a un très beau produit. Il y a plein, et puis ce qui est très agréable, c'est qu'au fur et à mesure de la dégustation, il y a plein de choses différentes qui arrivent. Alors moi, ce que je vous le disais au début, j'étais plutôt sur du fruit frais. Pour moi, il y a quelque chose d'une eau de vie, ça sent la poire, la pomme. Ouais, après, ce qui est pas totalement neutre, alors je pense que ça n'a pas vraiment d'influence, mais faut savoir que Guy Lelay, donc, qui a fondé la distillerie, c'est d'abord illustré dans le lambic. Le lambic, c'est un peu le calvados breton. Il a même fait le premier pommeau de Bretagne. Délicieux d'ailleurs. Donc il y a l'ombre de la pomme et de la poire derrière tout ce qu'il produit, je trouve. C'est vrai. Non, c'est vraiment une super édition. On va repartir un petit peu au nord. On va repartir un petit peu au nord. Peut-être qu'on peut vous parler donc sur les 3 dernières éditions, peut-être expliquer ce qu'est version française. Ouais, carrément. Les 3 dernières du coup que vous allez déguster.
ont été embouteillés sous la marque Version Française. Donc, qu'est-ce que c'est que Version Française aujourd'hui ? En fait, on est parti la maison du whisky est partie du constat il y a quelques temps, il y a un peu plus d'1 an maintenant. Alors moi je me rappelle très très bien de ce jour-là, parce que donc, comme je disais, hein, ça fait 5 ans que j'explique que pour moi le whisky français, je suis très très enthousiaste. Et c'est vrai qu'il y a 5 ans, on disait le whisky français, bon, vous aviez le droit à un petit sourire, il y avait un petit sourire un peu gêné, on disait c'est qui cette personne, mais voilà, depuis, la qualité s'est vraiment améliorée, et aujourd'hui je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont convaincus. Et donc c'est pendant le premier confinement que notre patron nous a passé un coup de fil, et elle m'a dit, écoute, trouve-moi les meilleurs single casks qu'on peut produire en France. Donc c'est ça a commencé il y a 1 an, Version Française. Et donc tu connaissais déjà pas mal les distilleries, mais en fait c'est au fur et à mesure de goûter, on se disait qu'il y avait vraiment quelque chose à faire. Et donc en fait c'est un peu sous le même principe, on pourrait dire, qu'un embouteilleur indépendant écossais en fait. Complètement. Alors nous, on distribue des marques comme Signatory Vintage et Gordon Lightfield depuis longtemps. Et donc, clairement, on s'en est inspiré. C'est le même principe, sauf qu'on va le faire du coup avec des producteurs français. L'idée, c'est de vraiment pouvoir aller chez le producteur, chez le distillateur, et de sélectionner les meilleures barriques qu'il a dans son chai, et de le mettre et de l'embouteiller sous version française. Alors on embouteille sous version française, mais vraiment sur le modèle, c'est à l'écossaise, c'est-à-dire que l'information qui est clé pour nous et ce qui est vraiment important dans la version française, c'est le distillateur. C'est valoriser les producteurs, montrer un petit peu à tout le monde ce qui se fait près de chez eux. La diversité. La diversité, c'est l'un des piliers. C'est ça, si on peut répéter peut-être les piliers, pourquoi Version Française existe aujourd'hui. Il y a 3 piliers fondamentaux. Le premier, ça va être on peut parler de qualité. La qualité, pourquoi on ne fait pas de quantité sur ces single casks. En général, c'est des single casks ou alors des tout petits small batch. Donc on n'est pas dans une optique de vendre des milliers et des milliers de bouteilles. Au contraire, on est vraiment sur la qualité, sur la sélection. Donc ça fait partie d'un des piliers fondamentaux. Un autre pilier, ça va être la diversité. Pour montrer justement sous version française qu'en France, il y a une diversité de paysages, il y a une diversité d'alambics, donc il y a une diversité de distillation, de processus de fabrication. Chaque distillateur a sa propre histoire et sa propre connaissance. Il y en a qui ont appris de distiller avec des bouilleurs de cru, d'autres avec des génies cognacés. Donc en fait, on a une variété dans la connaissance de production qui est énorme. Ce qu'on vous le disait aussi, c'était dans le savoir-faire du vieillissement. Des whiskies qui vont vieillir à Cognac, des whiskies qui vont vieillir en Armagnac ou plutôt sur les terres de Calvados, en fait, vont pas avoir la même approche non plus. Donc en fait, c'est ça qu'on voulait mettre un peu, pas un peu d'ailleurs, beaucoup en avant sur cette gamme-là. Pour digresser, c'est un point sur lequel moi j'insisterai sur la partie diversité. Ouais. Je pense que c'est toujours intéressant de faire le pont entre le whisky et la gastronomie. Et en France, je veux dire, entre le régime méditerranéen, la choucroute et la galette bretonne, pas tout à fait sur la même. et donc, ce qui est génial, c'est que dans la version française, on va avoir des choses assez variées. Je propose d'ailleurs de commencer avec celui-ci, Artesia. Ouais. Artesia, qui est un whisky qui est produit dans l'ex-comté d'Artois. Donc, le comté d'Artois, on est dans les Hauts-de-France, dans le Nord-Pas-de-Calais. Et on est sur un produit qui est fait par d'abord des gens qui sont des brasseurs à la base. Il y en a peut-être qui connaissent la brasserie Saint-Germain, qui est assez connue pour sa bière Page 24. Ce sont des gens qui ont commencé à brasser au tout début des années 90 et qui se sont vraiment largement illustrés. Je veux dire, la maîtrise de la matière première, là pour le coup, il n'y a rien à redire, l'orge vient du coin, et ils savent comment mener un brassage et une fermentation. Donc, un petit peu comme on disait pour Ninkasi, c'est une étape supplémentaire de passer au whisky, mais ils avaient déjà fait une partie du chemin. Et ils vont recevoir leur alambic en 2017. Et là, c'est dans les 6 qu'on a ici. C'est un petit peu un produit à part. Ouais. On est sur une colonne de distillation. Alors, on ne va pas rentrer complètement dans la technique en termes de distillation. Peut-être donner la définition ou que tu nous dises rapidement. À la limite, oui. Si on doit expliquer simplement la distillation, ça repose sur un principe physique très simple. L'eau, a priori, s'évapore à 100 degrés, dans des conditions normales de pression, bien entendu. L'alcool, c'est autour de 78. Je n'ai pas la virgule, mais c'est ça. C'est vers là. Donc en fait, quand vous allez chauffer votre bière sans houblon, donc votre cervoise qui va vous servir de matière première pour faire le whisky,
Ce qui va partir au début, c'est ce qui s'évapore autour de 20 degrés, les méthanols, des choses qui ne sentent pas très bon. Ils ne sont pas très bons pour la santé non plus, du coup. Ouais, c'est ça qui rendait aveugle éventuellement pendant la prohibition et tout. Oui. Ça, on enlève. C'est ce qu'on appelle enlever les têtes de distillation. 78 degrés, la bonne chauffe, le cœur de chauffe, le bon alcool. Et puis après, vous avez des éléments qui sont lourds, qui sont plus gras, qui vont pouvoir aller tirer sur des notes de soufre, d'œufs pourris. Naturellement, on les enlève également. Ils ne sont pas mauvais pour la santé, mais simplement, ce n'est pas du tout des aromatiques qu'on recherche dans un whisky. Je pense que œufs pourris en termes de notes de dégustation, non, c'est pas le top. Du coup, avec un alambic de type pot still, comme ceux qui sont utilisés par les distilleries dont on a parlé jusqu'à maintenant, pour arriver à produire quelque chose d'assez pur, il vous faut 2 distillations. Pour Artesia, ils ont une colonne de type Holstein, et donc en une seule distillation, ils arrivent à purifier suffisamment leurs produits pour avoir un whisky qui est déjà très 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 fin. Alors, je vous laisse mettre le nez dessus, et je pense que la meilleure manière d'illustrer cette question de distillation, c'est de vous demander si vous trouvez de la tourbe dans ce whisky. Moi, au nez, je n'ai pas de tourbe. Et pourtant, il y en a. On est sur un brassin qui est constitué à 50% de malt légèrement tourbé, 50% de malt non tourbé. Mais la tourbe, ce qui donne le côté fumé, ce qui donne le côté dont on a parlé juste avant avec le Edwin Owen Corbel, le côté cendre, terre humide, ce sont des molécules qui sont plutôt lourdes, qu'on appelle des phénols, et qui, elles, ont tendance à arriver plutôt dans les éléments... à la fin de la distillation. Voilà, exactement. Du coup, quand on distille avec une colonne qui va produire plein de micro-distillations, la tourbe a tendance à s'effacer et à devenir quasiment imperceptible. C'est compliqué d'aller chercher justement ces dernières molécules, et du coup, il y en a moins à la fin dans le distillat. Complètement. Du coup, si vous voulez produire quelque chose dans le style des whisky d'Islay, double distillation, c'est une obligation. Oui. Alors, au nez, sur ce Artesia, moi, j'ai beaucoup d'exotisme. J'ai un côté à la fois banane, mangue, vraiment beaucoup de fruits mûrs comme ça, qui sont assez typiques d'une fermentation plutôt longue. Plutôt longue, oui, exactement. La banane, moi, je l'ai bien en nez. D'ailleurs, si tu peux peut-être nous rappeler ce que c'est qu'une fermentation longue, parce qu'on dit long, mais... Oui, on parlait des fermentations. Donc, la fermentation, juste pour vous donner un peu dans les différentes étapes, elle vient juste après le brassage, du coup. La fermentation, pour faire rapide, Mathieu, on pourrait dire que c'est une étape qui est très importante pour le whisky. En fait, après le brassage, on va ajouter des levures. En fait, c'est ces levures-là qui vont manger le sucre pour le transformer en alcool. Et puis, il va y avoir plein de composés aromatiques qui vont justement se créer à ce moment-là. Donc, il y a différents types de fermentation. Les distilleries le font comme elles le souhaitent. Il va y avoir des fermentations, on va dire, normales en termes de durée, qui vont s'étendre disons, de 3 à 4 jours. Ouais, c'est ça, ça dépasse rarement les 4 jours. Quoi. Ça dépasse rarement les 4 jours, effectivement. Pour Armoric, il me semble que là, on est sur 4 jours, mais c'est vraiment le maximum d'une fermentation normale. Artésien, on est à 9 jours. Voilà. Donc là, on commence à être vraiment sur des fermentations longues. Il y a certaines distilleries qui poussent d'ailleurs la fermentation encore plus loin. Alors le cas le plus extrême en France, c'est la distillerie Brunet qui produit le single malt Brenne, où les notes vraiment garder en tête le côté banane, bonbon à la banane. Vous savez, quand vous avez ça, vous pouvez être sûr de vous, c'est qu'on est sur une fermentation qui est plutôt très longue. Et qui va amener un peu d'exotisme. Ici, ça marche vraiment très bien. Je suis assez... Mais alors pour le coup, les donnes de banane sont présentes, mais elles sont aussi fondues avec d'autres fruits exotiques. Moi, je trouve que c'est très bien. La banane, parfois, ça peut être peut-être un peu écœurant quand on en a trop au vert. Moi, je trouve que là, il y a un parfait équilibre. Et puis, on est à 50 degrés. Wow, c'est super bien intégré. C'est 50 là. Okay. Ouais, c'est super bien intégré, c'est gras. Très, très belle texture. Ça se tient. Et puis, finalement, moi, j'ai quand même ce petit côté légèrement pain grillé, petite note de cuir. Toasté. Ouais. Qui traduit peut-être la présence d'un malt. Moi, j'avais au nez, en deuxième nez, un côté un peu presque musqué. Donc, je pense que c'est peut-être l'apport de, justement, normalement, côté tourbé. Ouais. Quand on voit que donc la distillerie s'appelle, le whisky s'appelle Artesia, la distillerie s'appelle TOS, T-O-S. TOS, ça veut dire The Other Side, et c'est simplement parce que quand vous allez à la brasserie et que vous demandiez la distillerie, elle va être où ? Il vous disait de l'autre côté de la rue. Et du coup, c'est devenu le nom. Quand on voit ce qu'ils sont capables de produire en 3 ans, je veux dire, ça laisse enthousiaste pour la suite. Oui, je suis d'accord.
on va dérouler. Et puis finalement, je me rends compte que cette dégustation est quand même largement bretonne, puisqu'on retourne sur une distillerie absolument mythique, qui est la distillerie Des Bretons. Glenarmor. Ouais. Exactement. Ouais, c'est superbe. Glenarmor, c'est une distillerie que je veux dire, même les amateurs de whisky écossais connaissent. Et s'ils doivent vous en citer une en France, en général, c'est celle-ci qu'ils citent. Ouais. Glenarmor, ça a été fondé par Martine et Jean Donnet, je vous le disais au tout début, première distillation, mais à quelques heures avant l'an 2000, histoire de dire... Ils se sont pressés. Voilà. Et c'est une distillerie qui va produire de manière très, 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 très artisanale. Ce qu'avait Jean Donnet dans la tête quand il a voulu lancer cette distillerie, c'est les distilleries sur Islay dans les années 60, avant la mécanisation. Donc on est sur des petits alambics pot still, on est sur des condenseurs à serpentin, donc des condenseurs qui sont dans des longs tubes de cuivre qui vont permettre de catalyser, de purifier l'alcool. On est sur de la chauffe à feu nu. Ça, c'est assez rarissime aussi. Ça veut dire qu'on va chauffer au gaz. Ouais, tu peux peut-être dire ce que ça apporte, la chauffe. Alors, ça apporte beaucoup de choses. En fait, la plupart des alambics en Écosse, quand ils se sont mécanisés, se sont équipés d'une chauffe avec un serpentin qui va chauffer finalement un peu comme dans une bouilloire qu'on a à domicile, qui va chauffer le brassin de manière homogène jusqu'à un peu au-dessus de 78 degrés pour qu'on puisse avoir la distillation qui se fait. Quand on fait ça avec de la flamme nue, finalement, on chauffe une plaque de cuivre à plus de 4000 degrés. Et donc, on va avoir un effet de toastage, un effet de notes de grillé qui peuvent apparaître. Tu parlais de la gastronomie tout à l'heure. On peut peut-être comparer une viande qu'on ferait dans l'eau bouillie et une viande qu'on ferait à la poêle. En fait, ça apporte pas du tout les mêmes saveurs. On sait très bien qu'à la poêle, il va y avoir cet effet un peu de caramélisation qu'on peut retrouver du coup sur les alambics qui sont à feu nu. Donc voilà, c'est deux choses différentes, mais du coup, ça apporte vraiment... Complètement. Que dire d'autre sur Glenarmor? C'est une distillerie qui s'est aussi illustrée pour son single malt Cornog, qui est sa version tourbée. Ici, on est sur la version Glenarmor qui n'est pas tourbée. Et alors, ce que je peux dire au nez, c'est... en ce qui me concerne, j'ai un truc très très pâtissier, quoi. J'ai de la crème anglaise, de la coco, de la vanille. Côté brioché. Ah, c'est superbe, c'est très très élégant. Une petite pointe de salinité qui vient apporter une belle structure à tout ça. Justement, tu vois ce côté un peu salin, un peu salin. Je trouve qu'on l'a en bouche aussi. On le retrouve un petit peu en bouche. Alors complètement, pour la dégustation, pour sentir le côté salin, le côté iodé, c'est facile, vous le sentez sur le côté de la langue ici. Ouais. Là, oui, c'est salin, c'est iodé. Il arrive bien comme il faut. C'est vraiment super. Ce qui est bien, c'est que, on va terminer aussi avec le dernier, avec Armorique, mais qu'on a une diversité incroyable, rien ne se ressemble. Ouais, c'est clair. Il y a des choses complètement différentes. Là, justement, ce côté très brioché, pâtissier, on ne l'avait pas forcément dans les autres non plus. Là, pensez pâtisserie au beurre salé, quoi. Et ça, c'est pas totalement anodin. Il faut savoir que les chais de Glenarmor sont situés respectivement à 50 et à 100 mètres. Il y a deux chais. Donc, un qui est à 50 et l'autre à 100 mètres de la mer. Et donc, c'est... comme je vous disais, ils avaient le modèle de l'île d'Islay en tête, et donc ils voulaient une identité marine, une identité iodée, et ça marche très bien. Ça amène d'ailleurs pas mal de longueur. De longueur, et moi je trouve qu'en bouche, les premières notes qu'on a, c'est quelque chose d'assez vif, ça a du corps, c'est très expressif. C'est vraiment très très... On est sur une couleur qui est assez pâle. On est sur un refill de chêne blanc américain, sur un refill bourbon. Ok. Donc, c'est important de signifier qu'on est sur un refill, puisqu'en fait, les fûts, pour se donner une idée, c'est un peu comme les sachets de thé. La première fois que vous vous en servez, ça donne beaucoup de couleur, beaucoup de goût. La deuxième fois, c'est plus subtil. La troisième fois, encore plus. Et en général, au bout de 5 ou 6 fois, ça sert à accueillir des whiskies de grain dont le but n'est plus d'apporter des arômes. Quoi. Exactement. Ça fait juste le boulot d'oxydation, en fait, de travail de fût avec l'air. Donc là, contrairement au premier qu'on avait sorti, on est sur un second fil, ce qui laisse aussi plus de place au distillat. Peut-être le côté iodé qui est plus présent que sur le précédent embouteillage. Ok. Non, ça marche très très bien. C'est un magnifique embouteillage. On va peut-être passer au dernier du coup, Mathieu. Oui. Alors le dernier, c'est un petit clin d'œil, du coup on revient au premier puisque c'est la même distillerie, c'est Waregem aussi.
Alors, celui-ci, il est particulier. Je vous laisse d'abord le sentir peut-être. Je ne vais peut-être pas revenir sur Varengen, on en a parlé au début, donc avec Armorique, le single malt. Il y a une petite particularité sur celui-ci. C'est un Armorique qui est tourbé du coup. Je pense qu'on l'a bien donné. Tu l'as aussi complètement. Quand on l'a servi tout à l'heure, c'était grosse vague de tourbe partout. Ouais, je pense que tout le monde l'avait... On est sur un Armorique tourbé, mais bien tourbé, parce que Armorique a produit un whisky qui s'appelait le Triagos, qui était très légèrement tourbé. Là, non, je pense que vous le sentez, on est à 40 ppm. Donc, alors, c'est quoi des ppm ? C'est des parts par million, et en fait, c'est un peu comme des pourcentages, mais on mesure le taux de phénol, donc les fameuses molécules dont on vous a parlé tout à l'heure. Exactement. 40 ppm, c'est beaucoup. En fait, pour faire une échelle, on pourrait dire qu'à 0, on n'est pas tourbé du tout. À 20, on est tourbé. À 50, on est très tourbé. Ouais. D'ailleurs, moi, j'ai eu une petite discussion avec David Roussier, qui est le directeur de Varengen, puisqu'ils ont lancé un whisky tourbé dernièrement qui s'appelle Yonelez. Ouais. Je dis, pourquoi tu ne l'appelles pas Yonelez, puisque c'est un Armorique tourbé. Et en fait, c'est une coquetterie de sa part, mais c'est tout à fait... il y a une raison vraiment valable. Exactement. C'est juste que là, on est sur de l'orge qui va se faire tourber en Belgique avec de la tourbe écossaise. À la malterie du château, exactement. Voilà, à la malterie du château. Là où pour Yonelez, on est sur une orge qui est tourbée directement localement. En Écosse, exactement. En fait, le Yonelez, qui n'est pas ce qu'on déguste, du coup, c'est une référence qui est sortie l'année dernière. Là, on va être sur 50 ppm déjà, donc c'est un petit peu différent en termes de ppm. Et sur de l'orge qui est tourbée en Écosse, là, il a voulu garder le nom Armorique, du coup, parce qu'on est sur de l'orge qui n'est pas écossaise, qui n'a pas été tourbée en Écosse. Et c'est vraiment sur ce point que version française, c'est absolument apporte quelque chose. C'est que finalement, c'est des embouteillages comme ça. Voilà, ils vont passer sur Yonelez, il n'y en aura plus tellement, c'est très très confidentiel. Ah oui. Et on aime bien avec version française justement valoriser des single casks qui sont assez confidentiels, assez rares. Là, on est sur un Sherry Butt, donc un fût de sherry. Maintenant, rien à voir avec le premier, hein. Je vous parlais du nombre de fois où un fût a été rempli. Là, clairement, sur le premier, si vous en reste un peu, vous pouvez remettre le nez dessus. Le sherry, on y est, on a la noix, on a vraiment les marqueurs de sherry pour le coup. Les fruits secs. Ici, non. Pour moi, je suis là, j'ai de la tourbe, j'ai le côté végétal, j'ai le côté très végétal, fumé, justement. Cendré. Ouais. Et tant mieux, d'ailleurs, puisque finalement, pour les amateurs de tourbe, l'influence du fût, sauf dans le cas du Edo Nolwenn Corbel, n'est pas forcément ce qu'on cherche. Exactement. Cette tourbe, elle est justement très différente de celui qu'on a goûté, du troisième, donc de Edu. Pour moi, c'est une tourbe qui est... bon, après, chacun est différent, mais elle est beaucoup plus grasse. Sur Edu, j'avais une tourbe presque cendrée. Là, j'ai une tourbe beaucoup plus dense pour moi, beaucoup plus grasse. Je ne sais pas ce que tu en penses, Mathieu. Beaucoup plus présente, beaucoup plus nerveuse. Pour moi, je suis honnêtement, hein, on me le sort à l'aveugle, et pourtant, ça fait quelques années que je bois du whisky français régulièrement. Je peux vous dire que c'est un whisky d'Islay sans problème. Hein. C'est ce côté iodé, maritime et vraiment tourbé. Donc là aussi, 50 degrés qui sont parfaitement Là, on est à intégrés. 50 degrés. Ok. Et je veux dire, on est sur un produit qui est c'est parfaitement intégré. Les degrés d'alcool, hein, c'est tout relatif. Hein. Souvent, on se dit 50 degrés, waouh, c'est fort. On va sentir beaucoup d'alcool, alors que c'est pas forcément le cas. On peut même déguster des whiskies à 60 degrés. Tout dépend après de la manière dont c'est fondu, dont l'alcool est fondu avec les autres arômes. Après, n'hésitez pas, si vous avez besoin de mettre un petit peu d'eau. Alors, il faut y aller doucement. Si vous avez une pipette chez vous, ça permet en fait de développer d'autres arômes et c'est aussi une autre découverte. On amplifie, on découvre d'autres arômes. D'ailleurs, sur la question de l'eau, pour version française, vu que c'est une gamme qui est portée par la maison du whisky, on se pose toujours la question de la réduction. Et du coup, on a choisi le fût, on sait qu'on a quelque chose d'intéressant, on est dans des discussions avec le producteur. Je pose toujours cette petite question, ok, on le sort à combien en termes de degrés? Et là, on va le déguster à plein de degrés différents. Et vous avez des whiskies qui, à 50 degrés, sont fabuleux. À 48, moi, pas tellement. Et à 46, sont de nouveau fabuleux. Donc vraiment, comme tu dis, très important. Il faut jouer avec la réduction. Il faut jouer avec la réduction. Après, ça peut être un parti pris du distillateur. Donc, en tant que consommateur, c'est aussi intéressant de pouvoir jouer avec ça.
Justement, on va avoir, c'est ce que je vous disais, différentes aromatiques qui vont plus ou moins se sortir du verre si on est à 46, à 48 ou à 50. Donc je pense qu'on est aussi capable, nous, en tant que consommateurs, de jouer sur cette corde-là. Ouais, vraiment, voilà, je pense que c'est l'une des choses qu'on aura appris. Je pense qu'on a fait un très très joli tour de France, on a cité un peu sur la Bretagne, mais on a une sélection qui est absolument superbe aujourd'hui. Qui est très différente. Comme on vous le disait avec Mathieu, je pense que justement, ce qui fait la richesse de la France, en particulier, c'est cette variété de savoir-faire. Donc on le voit avec les versions françaises, mais avec toutes les distilleries qui sont en train de s'ouvrir, qui sont en train de travailler. Je pense qu'on peut faire le petit mot de la fin, ça peut être ça justement. Ouais, c'est complètement. C'est que si aujourd'hui, je pense qu'avec on vit une époque quand même un peu particulière. Je crois que la question du consommer local, la question de voir un peu ce que font nos producteurs, c'est quelque chose dont tout le monde réfléchit, auquel tout le monde réfléchit en ce moment. Là, dans cette dégustation, on voit qu'en matière de whisky, je veux dire, en termes de production locale, on n'est pas obligé d'aller voir ailleurs, on peut juste... Voilà, on a largement de quoi se faire plaisir en termes de diversité, de qualité, donc voilà. On espère que vous serez aussi enthousiastes que nous sur cette dégustation. N'hésitez pas à poser soit donner des commentaires, soit poser vos questions, on vous répondra. Sachant que les produits, en termes de disponibilité, s'ils ne le sont pas déjà, devraient être disponibles sous peu. Oui, tout sera disponible à partir d'avril. Pour Edu, ce sera au mois de mai pour la fête de la Bretagne, du coup. Rouelle Braise. Exactement. Okay. Mais entre avril et mai. Bon, merci à tous d'avoir suivi cette masterclass. Et puis, bonne santé, bonne continuation. Merci.